Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de correction d'exercices sur les exercices 23 et 24 page 220 et 28 page 221 de votre livre Hachette. Ces exercices concernent le chapitre sur le son et en particulier le calcul des fréquences et des périodes. Donc on va commencer par l'exercice 23 qui était un exercice Python, donc qui concernait les fréquences et les périodes, mais avec une partie de code Python. Donc en document A, vous aviez un morceau de code qui allait de la ligne 6 à la ligne 12, donc c'est pas l'intégralité du code, c'est seulement un morceau. Et dans le document B, des courbes obtenues avec justement le code qui est au-dessus. On vous demandait dans la question 1 de déterminer graphiquement la période de chacune des fonctions correspondant aux courbes du document B. Comment on va faire? Je vous rappelle que la période, c'est la durée d'un motif élémentaire en secondes. Donc il faut commencer par trouver les motifs élémentaires. Ici, si on regarde de plus près les courbes Y et Y1, on va essayer de trouver les motifs élémentaires. Je vous rappelle qu'un motif élémentaire, c'est un motif qui se répète de façon périodique dans le temps. Donc là, on voit que le premier motif élémentaire qu'on peut apercevoir, il est ici. Donc je vais le dessiner, je vais le repasser en noir rapidement. Voilà, ça c'est le premier motif élémentaire. Donc ça c'est un motif élémentaire. Vous voyez bien que si vous prenez ce motif et que vous le dupliquez à l'infini, vous allez bien obtenir cette courbe qui est ici. Et donc la période, c'est la durée que prend un motif élémentaire. Donc ici, c'est de là jusqu'à là en secondes. Mais pour être plus précis, on ne va pas uniquement faire la mesure sur une seule courbe, sur un seul motif élémentaire, pardon. On va faire la mesure sur un maximum de motifs. Donc ici, on voit qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 motifs élémentaires en 0,10 secondes. Donc il va falloir prendre 0,10 et pour avoir la durée d'une période, le diviser par le nombre de motifs élémentaires, c'est-à-dire 10. Si on regarde dans la courbe en dessous, c'est la même chose. On voit qu'il y a 10 motifs élémentaires pour une durée de 0,10 secondes. Là, le motif élémentaire, ici, il n'y a pas la même forme que celui de la courbe de dessus, c'est celui-là. Voilà, là on a un motif élémentaire, pardon, ça s'arrête ici, hein, ça s'arrête juste au centre. Donc on a la même chose, on a 10 motifs élémentaires pour 0,10 secondes, on va donc avoir la même période pour ces deux courbes. Donc faisons le calcul. Donc on nous demandait de déterminer la période de A et de B, donc TA et TB. Donc, période de A va être égale à la période de B, qui va être égale à 0,10 secondes divisé par 10. Pourquoi divisé par 10? Parce qu'encore une fois, je vous rappelle qu'il y a 10 motifs élémentaires en 0,10 secondes. Donc si on fait une règle de 3, s'il y a 10 motifs en 0,10 secondes, combien ça fait pour un seul motif? Ça revient divisé par 10. Ce qui nous donne comme résultat 0,010 secondes. Attention, on va le mettre en écriture scientifique. Donc 1,0 en respectant le nombre de chiffres significatifs multiplié par 10 puissance moins 2 secondes. Je vous rappelle que l'exception aux chiffres significatifs, ce sont les zéros qui sont avant. Les zéros qui sont en premier, on ne les compte pas dans les chiffres significatifs. Ici, il n'y a donc que deux chiffres significatifs. Question 2, on vous demandait à partir de ça de calculer la fréquence de chacune de ces deux fonctions. La fréquence, on rappelle que la formule, c'est l'inverse de la période en secondes. Et ça nous donne une fréquence en hertz. Ici, on a des hertz, ici, on a des secondes. Comme la fréquence est directement reliée à la période, on se doute bien que si la période de A et la période de B sont les mêmes, on va obtenir la même fréquence pour les deux courbes. C'est-à-dire que f de A est égal à fb, qui est égal à 1 sur TA ou TB, peu importe, soit 1 sur 1,0 10 puissance moins 2. Ce qui va nous donner en résultat une fréquence de 1,0 fois 10 puissance 2 Hz. Voilà la fréquence commune aux deux courbes. Une fréquence de cette là de 100 Hz. Mais écrit en écriture scientifique, ça donne ça. Dans la question 3, on vous disait à l'aide de la représentation temporelle de la fonction y, indiquer ce que représente le nombre 3 dans la ligne 11 du programme. Alors si on regarde attentivement la ligne 11 du programme, on voit que on a le 3, il est ici, c'est 3 fois np, sinus, etc. À quoi peut correspondre 3 en regardant attentivement la courbe Y? Alors il suffit de regarder cette courbe et de voir où est-ce qu'il y a 3 là-dedans. Et si on regarde attentivement, on voit que 3, c'est cette valeur qui est ici, là. Et qu'est-ce que c'est cette valeur de 3? On a vu dans le cours que ça s'appelait l'amplitude. C'est-à-dire c'est la valeur maximale à laquelle monte la courbe, on va dire, par rapport à la moyenne. La moyenne ici c'est 0, et on voit que le maximum de la courbe c'est 3. Et d'ailleurs, en dessous, en bas, en négatif, ça va être moins 3. Donc on voit bien qu'en valeur absolue, on a bien une amplitude de 3. Donc cette valeur de 3 correspond à l'amplitude. Cela correspond, j'écris rapidement, à l'amplitude. Et si vous vous souvenez dans le cours, l'amplitude, on l'appelle simplement A.
Question 4, on nous demande de compléter le commentaire de la ligne 8 du programme. Alors si on regarde ce commentaire de ligne 8, c'est marqué valeur de, on ne sait pas trop quoi. C'est un commentaire, ça veut dire que c'est pas une ligne de code qui va entrer en compte dans le code. C'est juste pour nous expliquer à quoi correspond la ligne en dessous. Et on voit f égale 100. Qu'est-ce qu'on a vu dans nos calculs de la question 2? On a vu que justement, qu'est-ce qui était égal à 100? C'était la fréquence. Et ça tombe bien parce que dans le code, on nous marque bien f égale 100. Donc on comprend bien que cette ligne de code est là pour rentrer la valeur de la fréquence. Pour pouvoir tracer la courbe, il faut en donner les caractéristiques au programme. Et sa caractéristique principale, c'est justement sa fréquence. Donc on peut marquer que la ligne 8 est là pour nous indiquer que c'est la valeur de la fréquence. Donc voilà ce qu'il fallait noter pour la question 4, valeur de la fréquence. Question 5, on vous dit qu'on souhaite tracer une nouvelle fonction y, mais cette fois-ci la période sera égale à 0,020 secondes et d'amplitude égale à 4 et on vous demande de réécrire les lignes du programme. Alors, une période égale à 0,020 secondes, déjà on a vu que dans le programme on ne voit pas la période apparaître, on voit la fréquence. Donc il nous faut recalculer la nouvelle fréquence parce que 0,020 secondes c'est pas la même période que la courbe qu'on avait à l'origine. Nous on avait déterminé une fréquence qui est égale à 0,010, pas à 0,020. Donc on va calculer la fréquence, on reprend notre formule, fréquence égale 1 sur t, donc ici ça va être 1 sur 0,020. Combien de chiffres significatifs on va laisser ici? 2, je vous rappelle que le 1 fait partie de la formule donc il ne compte pas dans les chiffres significatifs. Donc on va laisser 2 chiffres et 1 sur 0,020 ça vous donne en résultat 50 Hz. C'est-à-dire écrit avec l'écriture scientifique 5,0 fois 10 puissance 1 Hz. Donc on va se contenter du 50 Hz ici. Donc ça nous donne une fréquence de 50 Hz. Donc on sait déjà que la fréquence de notre nouveau signal c'est 50 Hz. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans notre programme? On va devoir modifier la ligne 9 qui correspond à la valeur de la fréquence et mettre 50 à la place de 100. Et on va devoir modifier la ligne 11 parce que là on veut changer la courbe y. On nous dit bien dans la question 5 qu'on souhaite tracer une nouvelle fonction y, pas une fonction y1. Donc on va modifier la ligne de programme qui correspond à y, la ligne 11, et on va changer le 3 en 4, parce qu'on nous dit bien que la nouvelle amplitude, elle est de 4. Donc on va voir ça en direct. Je vous ai ouvert le programme Python en ligne, ce que vous auriez dû faire normalement pour tester que votre fichier fonctionnait bien. Alors voici le programme qui vous était fourni. Quand on le lance, ça va bien nous générer une image avec les deux courbes d'origine qui étaient présentes dans l'énoncé. Donc vous allez voir l'image se créer ici. Voilà, c'était bien les deux courbes qui étaient présentes dans l'énoncé. Maintenant, on modifie le programme comme on nous l'a demandé. On nous a demandé une fonction de 50 Hz. Donc ici, à la place de 100, on va rentrer la valeur 50. Et on nous a demandé une fonction avec une amplitude de 4. Donc dans la ligne 12, à la place du chiffre 3, on va mettre le chiffre 4 pour l'amplitude. Et on va même nous-mêmes rajouter ici, je vous avais dit la ligne 31 qui permet de savoir comment va s'appeler le fichier image. On va l'appeler image 2, ça va nous permettre de comparer l'ancienne image et la nouvelle. Pour vérifier si ça fonctionne correctement, on va lancer ce programme. Donc là, ça va nous enregistrer une nouvelle image qui va s'appeler image 2. Et voici notre image 2. Et là, on voit bien notre nouvelle fonction y par rapport à l'ancienne fonction y. Vous voyez que les motifs élémentaires sont beaucoup moins resserrés. C'est bien caractéristique d'une fréquence plus faible. Je vous rappelle que la fréquence, c'est le nombre de motifs par seconde. Étant donné que là, on avait une fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire 50 motifs par seconde, c'est logique d'avoir une courbe avec moins de motifs sur une même période de temps que celle de 100 Hz, qui est ici 100 motifs par seconde. Et voilà pour cet exercice. Alors, on va revenir à notre fichier GIMP pour passer à la correction de l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant était le numéro 24, page 220, un exercice à caractère expérimental. Détermination de la vitesse de propagation des ultrasons. Voici un exercice qui rend compte de ce qu'on aurait fait en travaux pratiques si on avait pu faire des TP ensemble et faire justement des mesures expérimentales. C'est la détermination de la vitesse de propagation des ultrasons. Parce qu'on peut se demander, tiens, le son se déplace à une certaine vitesse, on l'avait vu qui est à 340 mètres par seconde, mais est-ce que les ultrasons, ça va vraiment plus vite? Finalement, c'est des ultrasons. Le nom, on peut se dire, c'est des sons améliorés, quoi. C'est des sons plus puissants, plus forts. On pourrait se demander, est-ce qu'ils vont pas plus vite? C'est la question qu'on peut se poser. Donc on va mesurer justement la vitesse de propagation des ultrasons pour voir s'ils se déplacent vraiment plus vite que le son normal, et c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça ultrason. Alors,
on se propose de déterminer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air. Un émetteur et un récepteur de salve ultrasonore sont placés face à face à une distance d égale 80 cm et sont connectés à un oscilloscope numérique. On obtient les courbes représentatives suivantes. Voici les 2 courbes qu'on obtient. On vous demandait dans la question 1 de schématiser le montage expérimental. Alors voici un exemple de schéma possible. Donc là c'est un schéma, voilà, c'est un schéma fait à l'ordinateur, hein, mais vous pouvez faire un schéma à la main. Le principal c'est qu'on ait quoi? C'est qu'on ait ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est-à-dire l'émetteur d'ultrasons, le récepteur d'ultrasons et la distance d qui est entre les deux qui est égale à 85 cm. Donc on pourrait rajouter d égale 85 cm et qui sont tous les deux reliés à un oscilloscope. Voilà un exemple de schéma. N'oubliez pas la légende pour qu'on sache exactement à quoi correspond chaque objet. Dans la question B, on vous demandait que se passe-t-il aux instants repérés par les points A et B sur les courbes. Alors quand on regarde les courbes, on voit que là il y a un premier signal qui est capté en A, à partir du point A, et un deuxième signal en B. Alors à quoi ça correspond? Évidemment, au point A, ça va être l'émission de l'ultrason. Donc au moment où on va émettre l'ultrason avec l'émetteur d'ultrason, directement l'oscilloscope il va avoir instantanément la courbe qui va se représenter sur son écran. Et on voit en B, en fait, la salve qui est reçue. Donc en fait, c'est des ultrasons qui sont reçus par le récepteur d'ultrasons. Et donc le décalage qu'il y a entre le point A et le point B correspond au temps qu'a mis l'onde à se propager de l'émetteur au récepteur. Donc que se passe-t-il aux instants repérés par les points A et B des courbes? Et en fait, il se passe que au point A, c'est l'émission du signal ultrason et au point B, c'est la réception du signal. Question C. Calculer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans les conditions de l'expérience. Alors justement, dans les conditions de cette expérience, on a dit que on avait une distance qui sépare l'émetteur et le récepteur, d égale à 85 cm. Nous, on connaît notre formule qui nous permet de calculer une vitesse ou une distance ou un temps, bref, la formule qui relie ces 3 valeurs, qui est v est égal à d sur delta t, la durée. Je rappelle, c'est une durée, donc c'est pour ça qu'on met delta t. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? La valeur de la vitesse, donc on ne bouge pas la formule. Donc on va remplacer d par la valeur qu'on connaît, la distance, qui est 85 cm. Or, une vitesse, je vous rappelle que c'est en mètres par seconde, donc on va convertir les 85 cm en mètres. 85 cm, c'est 85 fois 10 puissance moins 2 mètres, ce qui va nous donner 0,85, mais on le met en écriture scientifique. Le tout divisé par la durée, et la durée, on a vu dans le document ici qu'il se passe 2,5 millisecondes. Donc la durée, c'est 2,5 millisecondes. On va le mettre en secondes, parce qu'encore une fois, c'est des mètres par seconde qu'on veut. Donc 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Des millisecondes, c'est 10 moins 3 secondes. Ce qui nous donne comme résultat 3,4 fois 10 puissance 2 mètres seconde moins 1 mètre par seconde. On laisse bien 2 chiffres significatifs car il y en avait 2 au-dessus et 2 en dessous, donc on en laisse 2 au final. Je vous rappelle, il faut garder un nombre de chiffres significatifs égal à la valeur expérimentale qui a le moins de chiffres significatifs. Question 2a. Rappelez la valeur approchée de la vitesse du son dans l'air. Alors je vous rappelle, la valeur approchée, une des valeurs approchées, c'est 340 mètres par seconde à 20 degrés Celsius. Comparer les valeurs de vitesse de propagation du son et des ultrasons dans l'air. Alors là, on voit que 3,4 puissance 2, ça fait 340. Et donc, on a exactement la même vitesse. Donc, on voit bien, d'après cet exercice, que les ultrasons et le son se déplacent exactement à la même vitesse dans l'air, à une température donnée. Donc, ils ne s'appellent pas ultrasons parce qu'ils se déplacent plus vite. Ils s'appellent ultrasons en réalité parce que leur fréquence est plus élevée. Comme les infrasons pour lesquels la fréquence est plus faible. Ensuite, donc on finit la correction du dernier exercice. C'est l'exercice numéro 28, page 221 du livre. Alors cet exercice-là, si vous vous souvenez, c'était l'exercice qui avait fait l'objet de l'introduction du cours. On en avait parlé. Et la question qu'on se posait, c'était quelle est la profondeur du fond marin sous le bateau du document A? Alors comment on va procéder? On va déjà regarder tous les documents qui sont mis à notre disposition. On nous dit que le pêcheur utilise un sonar pour connaître la profondeur de l'eau et repérer des éventuels bancs de poissons. Sur notre schéma, on voit que on a la température de l'eau, 10 degrés, et la température de l'air, 15. Et on nous dit lorsque les ultrasons rencontrent un obstacle, ils sont réfléchis et une partie est captée par le sonar. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Le bateau, il va émettre des ultrasons, un sonar, et les ondes vont partir juste au fond marin, par là, et arriver sur le fond marin, ils vont se répercuter et revenir vers le bateau. Donc cette onde sonore va faire l'aller-retour entre le bateau et le fond marin. Ça, c'est une chose très importante qu'il faut bien comprendre. Maintenant, on sait que la température de l'eau est de 10 degrés. Et dans le document B, on voit que
on a une courbe de la vitesse de propagation des ultrasons en fonction de la température. Donc il faut bien voir quelle est la bonne vitesse de propagation, parce que là on va devoir se servir de notre formule classique de la vitesse, c'est-à-dire celle que j'ai rappelée dans l'exercice d'avant, V égale D sur T, sur delta T, sauf que cette fois-ci ce qui nous intéresse c'est une distance, donc on va avoir D est égal à V fois delta T. Mais or cette distance qui nous intéresse, la distance qui va être parcourue par nos ultrasons, ça sera l'aller-retour. Donc vous verrez qu'il va falloir diviser par 2 pour avoir la distance vers le fond marin. On reverra ça après. Donc pour appliquer cette formule, il nous faut la vitesse et la durée. On va donc commencer par prendre la vitesse de propagation. On sait que notre milieu de propagation, il est unique, c'est uniquement l'eau. L'eau ne va pas se déplacer dans l'air qui est à 15 degrés, elle va se déplacer uniquement dans l'eau qui est à 10 degrés. Donc on va prendre notre courbe qui est ici dans le document B, et on va venir chercher quelle est la vitesse de propagation des ultrasons à 10 degrés Celsius. Donc vous faites ça avec une règle, hein. Moi je suis à la main, donc main levée, donc je fais avec ce que j'ai. Et grâce à ça, on va voir que la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau à 10 degrés Celsius, elle est de V égale 1490 mètres secondes moins 1. Donc ça c'est la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau à 10 degrés Celsius. On va dire 10 pour 10 degrés Celsius. Et la durée, elle est ici, 25 millisecondes. Donc si on fait le calcul, application numérique, ça nous donne D qui est égal à la vitesse 1490 mètres secondes multiplié par la durée. Attention, ici la vitesse est en mètres secondes, donc on harmonise les unités, donc on va mettre ici en secondes également. Des millisecondes, c'est 10 moins 3 secondes. Ce qui nous donne une distance égale à 38 mètres. Or, cette distance correspond à l'aller-retour entre le bateau et le fond marin, parce que le son va partir, se répercuter et revenir avant d'arriver sur le capteur. Et donc pour avoir la distance entre le bateau et le fond marin, il faut donc diviser par 2, ce qui nous fait 19 mètres. Donc on va appeler ça la distance grand D. Donc cette distance-là, grand D, c'est 19 mètres. Donc voilà pour le calcul de la distance qui sépare le bateau des fonds marins. Alors vous pouviez inclure le 2 dès le départ, c'est-à-dire la division par 2 dans le calcul de départ. Vous pouviez très bien mettre comme formule, ici, la distance D est égale à V fois delta T divisé par 2, pour faire le calcul en une seule fois. Voilà pour la correction de ces exercices. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la suite.